Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, 2 lois majeures adoptées pour la modernisation de la Cour suprême. Les députés de la 8e législature, à leur grande majorité, ont donné leur accord à ces 2 propositions de loi. C'est à suivre. Des questions liées à la sécurité et au développement territorial au centre d'une rencontre entre préfets des 12 départements du Bénin. C'est une première conférence qui réunit ces dépositaires de l'autorité de l'État dans les départements. Et puis jeudi de l'investisseur, un créneau dédié à l'exposition des dispositions mises en place par l'État pour accompagner le développement de l'industrie au Bénin, une initiative portée par l'APIES, l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ouvrons par cette audience à la vice-présidence de la République. Mariam Chabi Talata Zimé a reçu à son cabinet ce vendredi 10 juin 2022 la reine-mère du royaume d'Abomey, venue en visite de courtoisie à sa sortie d'audience. La reine s'est livrée au micro de nos reporters Fifamé Salomé Atadeji et Varizomao. Depuis que la vice-présidente est là, je n'ai pas pu lui faire un petit coucou. Vous savez, en tant qu'une reine-mère, c'est mon devoir de lui rendre visite. Donc, c'est une visite de courtoisie. Je suis venu l'encourager. Et puis, en plus, on a parlé de la royauté aussi. La vice-présidente a été toujours une belle Amazone. Son souci, c'est que nous, les têtes couronnées, les reines-mères, les reines aussi, les princesses aussi, soient reconnues. J'ai été bien reçue par la vice-présidente et ses collaborateurs et je suis très contente. Et je profite pour lui dire merci et que les membres de nos ancêtres veilleront sur elle sans oublier mon très cher, mon prince, son excellence Patrice Talon. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale pour moderniser la Cour suprême, la haute juridiction de la République du Bénin en matière administrative et judiciaire. Les députés de la 8e législature ont adopté 2 lois majeures. C'était à la faveur de la plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale. Mardi au Palais des gouverneurs à Porto Novo, Nathalie Dorisso-Olabi nous fait le point. La Cour suprême compte désormais 2 chambres avec à la clé un parquet général et un greffe général. Les sections sont maintenues et leur président reconnu. En outre, 2 postes de premier avocat général sont institués pour donner un fondement juridique à la pratique judiciaire consistant à charger un avocat général compétent de la coordination des affaires affectées à une chambre. Ce sont là les principaux changements qu'apporte la nouvelle loi sur la Cour suprême. Adoptée par la majorité des députés, la loi sur la Cour suprême porte sur sa composition, son organisation, son fonctionnement et ses attributions. L'autre loi examinée et adoptée toujours par la majorité des députés de la 8e législature au cours de cette plénière a rapport au statut des magistrats de la Cour suprême. Selon cette proposition de loi transmise par le gouvernement à l'Assemblée nationale par décret numéro 2022-232 du 6 avril 2022, l'accès à la Cour suprême et la mobilité à l'intérieur des chambres et du parquet sont subordonnés aux critères de compétence et de probité. Ainsi, les aspirants magistrats et juristes de haut niveau aux fonctions de conseiller à la Cour suprême seront désormais soumis à une évaluation d'aptitude. Selon l'article 2 de la loi qui a été adoptée, sont magistrats à la Cour suprême, le président de la Cour suprême, les présidents des chambres, les conseillers, le procureur général près la Cour et les avocats généraux.
Voyons cette rencontre bilan. Après 30 ans de justice constitutionnelle en Afrique, les pays MAC, une pause pour faire le point. Une dizaine de pays africains sont conviés à Cotonou pour évaluer les avancées et surtout relever les défis posés au maintien de l'ordre constitutionnel sur le continent. Les détails avec Ghislain Pouguet. Et que la vie continue, elle est si belle et si agréable. Des mots joyeux pour clôturer des travaux. Les travaux des premières rencontres des hautes juridictions africaines en charge du contentieux électoral. Le Bénin est présent bien entendu, ainsi que la Sierra Leone, le Niger, le Libéria, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et la Gambie. Ils sont présents les uns par leur cour constitutionnelle, les autres par leur cour suprême. 3 jours de travaux pour ces hauts magistrats des juridictions constitutionnelles pour aboutir à des résultats concrets. La création d'un réseau des juridictions constitutionnelles ouest-africaines en charge du contentieux électoral. La mise en place d'un comité de suivi composé des juridictions membres des différents espaces linguistiques. Le comité de suivi est présidé par le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Ils siègent comme membres. Le comité va désigner une équipe de consultants qui s'occupera de la rédaction des textes fondamentaux du réseau. Le comité de suivi a aussi pour mandat de recueillir les observations du groupe d'experts provenant des différents espaces linguistiques, ainsi que de toutes les juridictions constitutionnelles de l'espace CEDEAO. Vous avez combattu le bon combat, mais vous n'avez pas encore achevé la course. C'est pourquoi la commission de la CEDEAO, par ma modeste voix, voudrais une fois encore vous remercier pour la qualité de l'organisation et voudrais vous encourager dans la suite des prochaines délibérations pour le renforcement de ce réseau naissant des hautes juridictions. Le Bénin, hôte des assises, se dit disponible et engagé quant au succès du processus. À présent que nous avons acté la création de ce réseau, je voudrais, au nom du comité que vous avez mis en place, vous assurer de notre parfaite disponibilité et de notre total engagement à faire en sorte que les objectifs puissent être atteints. Et surtout que nous puissions nous retrouver. La date des retrouvailles reste à être fixée. Et on parle de cette visite de chantier, visite du ministre des Infrastructures et des Transports sur la corniche est de Cotonou. Hervé Héroumen est allé constater l'état d'avancement de ce chantier qui est l'une des bretelles du projet d'aménagement et de bitumage de la route des pêches dans sa phase 2. Le ministre en charge des infrastructures n'a pas caché sa satisfaction à l'issue de la descente qu'il a rondement effectuée sur les diverses sections du chantier. Plus de précision avec Renaud Akapo. La corniche est de Cotonou est l'épicentre d'un chantier d'envergure conduit par la société Sogea Satom. C'est une totale métamorphose qui s'observe le long de la berge lagunaire, de l'ancien pont jusqu'à la clôture de l'hôtel PLM Aledjo. Arrivé au constat, le ministre en charge des infrastructures n'a pas caché sa satisfaction. Nous venons de visiter ce chantier de construction de la corniche est de Cotonou. Nous avons visité quasiment tous les 2 km 300 de cette corniche. C'est une corniche qui comprend 4 sections. La première part j'allais dire ce que nous allons aménager comme carrefour au niveau de Saint-Charbel. Et les autres suivent. L'aménagement, vous le voyez bien, nous avons la chaussée, nous avons une piste cyclable. Nous avons des zones de plaisance et des aménagements, disons, paysagers qui permettent d'agrémenter cette corniche. Je vous ai souvent dit que désormais, nous associons l'aspect paysager à nos projets, ce qui fait de nos routes des routes agréables et confortables. Des ouvrages de franchissement, des aires de stationnement, des noms végétales et des pistes cyclables. Avec cet important chantier, la berge lagunaire semble bien partie à l'est de Cotonou pour une merveilleuse transfiguration. Aujourd'hui, vous avez même vu, le chantier est quasiment à 55% de réalisation. Nous estimons que dans le 3e trimestre de l'année prochaine, nous en aurions fini avec tout ce qui est travaux prévus. Donc, globalement, la corniche en elle-même, je crois qu'avec le premier trimestre de l'année prochaine, on verrait clair sur la corniche, mais il y a les autres aménagements
et certains travaux confortatifs et complémentaires qui vont s'ajouter pour faire de cet ouvrage un bel ouvrage digne de la rupture. La corniche est de Cotonou est l'une des bretelles du vaste projet mis en route en mars 2021 pour l'aménagement et le bitumage de la route des pêches dans sa phase 2. Elle est divisée en 4 sections qui s'étirent de l'ancien pont jusqu'à la clôture de l'hôtel PLM Alejo. La réalisation de ces infrastructures répond à un triple objectif de mobilité et de desserte de la zone côtière, de gestion des aspects environnementaux et de mise en valeur des sites touristiques de la zone côtière. Un reportage signé Renaud Akapo, présenté par Rodrigue Babagbeto. Et on reste avec le ministre des Infrastructures. La piste cyclable sous l'échangeur de Godomè est l'ultime étape de la descente effectuée par le ministre Hervé Herhomè ce vendredi. Les usagers de la route qui empruntent cette bretelle pour opérer la traversée entre Cotonou et Abomey-Calavi vivent un véritable calvaire à cause de l'état de dégradation de l'infrastructure ouverte à la circulation en 2011. C'est bientôt la fin, rassure le ministre Hervé Herhomè, avec les travaux qui s'annoncent de façon imminente sur le tronçon. L'écoute au micro de Renaud Akapo et Igor Ayosso. Nous sommes effectivement sous l'échangeur de Godomè. Cet ouvrage fait partie du premier tronçon de la route inter-État numéro 2. La reconstruction de ce tronçon est prévue au PAG 2. Nous avons prévu reconstruire en 2x2 voies depuis ce qui va être l'échangeur de Verdocor, en passant par l'échangeur de Godomè jusqu'à Boyikon et même jusqu'à Dassa en 2x2 voies. Donc ce projet est prévu au PAG, mais nous avons aujourd'hui un constat de dégradation à plusieurs endroits de cet ouvrage. Et nous avons retenu une intervention d'urgence. Nous voulons intervenir d'urgence sur cet échangeur pour réparer les dégradations afin de soulager les peines des usagers de la route. Aujourd'hui, vous avez vu, et les dégradations sont nombreuses. Nous maîtrisons la situation. Nous l'avons planifié, sauf que c'est planifié dans le cadre de la reconstruction de Cotonou-Boyikon. Mais vu l'urgence et le constat que nous faisons, nous allons intervenir dans les quelques semaines à venir. Nous serons à pied d'œuvre ici pour réparer l'ouvrage et faciliter la circulation des populations, quitte après à revenir retraiter cet ouvrage dans le cadre de la reconstruction en 2x2 de la route. Je suis là avec toutes mes équipes et les décisions sont en train d'être prises pour que dès lundi, les entreprises soient consultées et que nous puissions faire rapidement une attribution pour que les travaux démarrent. Direction le septentrion du Bénin, précisément à Djougou, la première conférence des préfets du Bénin s'est ouverte à Djougou. Les échanges se déroulent en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Jocelyne Senaou et Abdoulaye Idrissou. Djougou se réjouit ce jour de vous accueillir dans le cadre de la rencontre tournante que Monsieur le ministre de la Décentralisation a instituée dans le cadre de l'administration de nos territoires. À défaut de commodité due à vos rangs et qualités, nous vous offrons notre cœur. La cavalerie qui vous a conduit dans cette salle en est la preuve. Les populations par ma voix vous disent Nakayo et plein succès à vos travaux. C'est une grande première dans l'histoire de ce jeune département d'abriter un événement d'une telle envergure. Vous comprenez donc l'immensité de la joie qui m'anime à ce moment-ci, où s'ouvre officiellement la phase protocolaire de la dite conférence. La conférence des préfets du Bénin a pour objectif de réfléchir sur les solutions appropriées à apporter aux dysfonctionnements éventuels en vue de l'amélioration de la qualité des services publics dans un double contexte de crise sécuritaire et des réformes du secteur de la décentralisation. La conférence des préfets étant un cadre de concertation et de coordination entre le niveau central et les préfectures, je reste convaincu que les échanges qui seront issus de nos 2 jours de travaux
permettront à chacun et à tous d'être davantage outillés sur les grands défis auxquels nous devons faire face. Je voudrais inviter chacun des acteurs à donner du sien pour l'atteinte des objectifs de nos travaux. Les activités de cette conférence se poursuivent et prennent fin ce vendredi. Marquons à présent un arrêt dans nos forêts. Les engagements pris au départ pour une gestion concertée et participative du parc national du Bénin sont en proie à des renoncements qu'il faut vite corriger. Telle est la motivation de la direction générale de cette réserve de biosphère qui a organisé une rencontre d'échange à cet effet. Élus locaux responsables de fêtières d'agriculture, d'éleveurs et commissaires de police des localités riveraines du parc national du W ont pris part à cette rencontre placée sous l'autorité du préfet de la Liborie, Bertin Adimi, et Ernest Etegou pour le point. Depuis la délégation à African Parks de la gestion du parc national W Bénin, un changement de paradigme s'est imposé. African Parks a mis 2 mécanismes en place. L'objectif de ces 2 mécanismes, c'est d'empêcher les agriculteurs et les éleveurs d'empiéter sur le cœur du parc. Parce que à chaque année, les agriculteurs augmentent les superficies, les éleveurs également, ils n'ont pas de limite. Et quand ils sont à l'intérieur du parc, il y a des risques de zoonose. Les animaux domestiques vers les animaux sauvages. Les agriculteurs également, quand ils passent, ils détruisent la zone de ces animaux sauvages. Pour les agriculteurs qui sont juste avant, après ça, du côté périphérique, et qui ont poussé les éleveurs dans le parc, nous avons matérialisé de façon consensuelle les limites avec eux. Et nous avons ouvert des pistes périmétrales aux engins lourds pour matérialiser clairement la limite. Les incidents malheureux survenus récemment dans le parc et à Karimama ont au fait de remettre en cause les ententes consensuelles d'antan entre African Parks et les communautés riveraines. Et nous avons voulu, pour prévenir et rappeler ces mesures consensuellement retenues avec elles, d'organiser cet atelier et qui s'inscrit aussi dans le cadre de la coproduction de la sécurité. Donc je voudrais vraiment que nous travaillions la main dans la main afin d'assurer et d'assumer la sécurité autour du parc W, afin que le pari soit gagné. Qu'on reprenne la sensibilisation à notre présence, en présence des élus locaux, pour leur répéter ce que les gens ne veulent pas et ce que les gens veulent. L'autorité préfectorale de la Liborie, qui a pris une part active à l'atelier de Kandi, reprécise la vision des autorités au sommet de l'État. Recentrer le débat pour voir ce que nous pouvons faire ensemble, là où nous devrions renforcer encore ce qui se faisait déjà de bien et essayer de prévenir certaines situations qui peuvent se révéler dommageables ou préjudiciables pour la vie des riverains, la vie des communautés qui sont autour ou à l'intérieur du parc. La sécurité des personnes et des biens, plus que par le passé, le gouvernement y tient, comptant surtout sur la collaboration de tous. Et on passe maintenant à cette émission bilan. La première année d'exécution du PAG2 a pris fin. Quelles sont les actions et réformes initiées au profit du secteur tourisme, art et culture? Élément de réponse à travers ce reportage signé Génial Afouda, Monsi Abouka. Bilan de l'an 1 du programme d'action du gouvernement. 12 mois marqués par de nombreuses actions dans le secteur tourisme, art et culture. En ce qui concerne le tourisme, nous sommes en train, en ce moment, je vous ai dit, de structurer l'offre. Donc il y a un investissement massif pour pouvoir accroître l'offre. Comme annoncé, les premiers produits en 2022 seront disponibles, seront livrés, notamment Ouida. Oui. La place aux enchères et le mémorial de Zumboji sont déjà achevés. La porte du non-retour sera achevée au prochain trimestre, c'est-à-dire le monument sera achevé au prochain trimestre. L'aménagement de la route de l'esclave a déjà commencé. Au 3e trimestre de cette année, nous allons mettre en service le Musée international de la mémoire et de l'esclavage à Ouida. Nous avons également, évidemment, en ce moment, un certain nombre d'autres produits qui seront terminés cette année, notamment les 2 premiers couvents
dans le cadre de la route des couvents. Sur Ganvier, vous savez également qu'il y a beaucoup de travaux et un projet majeur sur Ganvier, mais nous avons déjà fait des aménagements provisoires de l'embarcadère et réorganisé les services. Nous avons démarré la réalisation des équipements sociaux communautaires. Et notamment également les habitats lacustres qui vont démarrer. On a fait les habitats témoins. Donc en ce qui concerne le village de vacances, il est important de préciser que c'est 330 clés, enfin on va dire chambres. Et c'est 5 étoiles. Événement majeur de cette année à l'actif de ce ministère, la restitution et l'exposition des trésors royaux. Vous avez des gens qui viennent de l'extérieur pour l'exposition diptyque. Vous avez même ceux qui ne viennent pas de l'extérieur. Quand vous prenez les Béninois qui viennent de Cotonou, des environs ou d'un peu plus loin, c'est des gens qui louent des véhicules, qui louent des bus, qui s'organisent pour venir, qui vont consommer en venant, qui vont évidemment enclencher toute une dynamique également économique. Une dynamique que Jean-Michel Abimbola entend bien maintenir durant les 4 prochaines années. Le Togo est arrivé à faire classer comme patrimoine de l'UNESCO, disons l'équivalent de notre Koutamakou, et nous, on n'y était pas parvenus depuis longtemps. Donc c'est un chantier qu'on a pris à bras le corps. Nous travaillons également pour que la Gani soit considérée comme un patrimoine immatériel. D'ici quelques semaines, nous allons mettre en ligne le portail culturel. Nous avons également une autre réforme majeure, c'est la dématérialisation du système de collecte de redevances du droit d'auteur. Nous avons une réforme qui est une réforme qui va venir également en ce qui concerne le financement de la culture. L'équipe de Patrice Talon nourrit de grandes ambitions pour le tourisme, les arts et la culture du Bénin, celle de révéler ce secteur au-delà de nos frontières. Autre actualité ce soir, 2e édition des Jeudis de l'investisseur à Cotonou. Les dispositifs mis en place par l'État pour accompagner le développement de l'industrie sont exposés tour à tour. Les participants de tous ordres ont eu droit aux communications portant entre autres sur les facilités aux industriels dans la GDIS et les instruments financiers mis en place par la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Et avant tout cela, c'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui était face aux invités et face à nos reporters Marcel Arossi et Ramatou Lawani. 1640 hectares à exploiter en 3 phases et ça va plus vite que prévu pour la zone industrielle de Glodigbe. La 2e édition des Jeudis de l'investisseur, initiée par l'Agence de promotion des investissements et des exportations, le fait remarquer. Pour l'heure, au moins 32 investisseurs ont entamé leurs installations. Quant aux nouveaux candidats, ils savent comment devenir investisseurs dans la zone économique et spéciale. Bien évidemment, il faut que vous soyez porteur d'un projet d'investissement industriel. Ensuite, vous vous rapprochez de la CIPI, nous étudions votre projet avec vous. Après ça, nous identifions quelle superficie de parcelle correspond à votre projet et nous passons à ce que nous appelons un contrat de réservation de parcelle. La Caisse des dépôts et consignations du Bénin se présente comme le bras opérationnel du gouvernement dans ce processus d'industrialisation. Le gouvernement a décidé de mettre en place la Caisse des dépôts pour être le premier risque, pour accompagner. Quand on dit premier risque, ce n'est pas pour aller perdre de l'argent, mais c'est pour prendre le risque et rassurer les investisseurs afin qu'ils viennent aux côtés de la Caisse de dépôt, financer des secteurs qui sont stratégiques et qui sont structurants. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est ici présent pour exprimer son amertume face à la réticence des banques. J'étais il y a 3 jours dans une exploitation d'un promoteur qui était mécanicien dieseliste. Depuis 10 ans, il a laissé de faire la mécanique et il s'occupe de produire de la volaille. Il a 4000 têtes de volaille. Mais il n'a aucun financement. Il a fait des dossiers depuis 2 ans. Les banques le tournent ici et là. Lorsqu'on vend un poulet à 2500 ou une pintade à 3000 et qu'il en a 4000, mais tenez, lui-même représente déjà pour un cycle plus de 8 millions de francs. Quelle caution on cherche encore pour que celui-là puisse avoir un crédit? C'est révoltant. Prochain rendez-vous des Jeudis de l'investisseur, fin juillet 2022, pour aborder le coton et sa transformation.
Et il faut retenir que c'est une initiative portée et concrétisée par la pièce Agence de promotion des investissements et des exportations. Le directeur général au micro de Marcel Arossi et Ramatou Lawani fait le bilan de la deuxième édition. On retient qu'il y a un engouement très fort des acteurs du secteur privé pour ce type de rencontre avec l'administration et surtout entre eux. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est de mettre en place un écosystème où l'ensemble des investisseurs peuvent trouver également sur place d'autres investisseurs. Nous avons créé en fait la zone économique spéciale de Glodjig-Bey justement pour permettre un certain nombre de facilités. Facilité en matière de l'infrastructure mise à disposition, facilité en matière des lois que nous mettons en place pour que les entreprises se sentent intéressées par l'installation dans notre pays et facilité grâce à l'acteur que nous avons, avec lequel l'État a contracté. Cet acteur, c'est un acteur important. Là, il y a une centaine de chefs d'entreprise qui sont présents. Nous leur donnons des informations. Nous recevons également un certain nombre de questions de ces investisseurs. Nous mettons en place un dispositif de réseautage pour que les entreprises puissent se parler de manière à ce que l'investissement en matière de sous-traitance, parce qu'il y a des entreprises qui s'installent, il faut des sous-traitants, il faut des prestataires, que ces entreprises béninoises qui sont présentes puissent trouver en fait des opportunités de business avec ces investisseurs qui s'installent dans notre pays ou celles qui sont déjà installées, savoir qu'il y a dans la salle ou dans le pays d'autres investisseurs qui font un bout de la chaîne de valeur. Et ça, c'est très important pour nous. Et avec la Caisse des dépôts et consignations, avec la BIC et avec les autres banques, nous mettons en place le système, le dispositif financier capable de porter l'ensemble du dispositif global que nous mettons en place. L'objectif, c'est le développement de l'industrie dans notre pays. Passons à présent à ce festival musical gratuit pour mettre focus sur le quartier Fidj-Rossey en pleine métamorphose. C'est Acoustic Mania qui démarre ce vendredi et prend fin dimanche prochain. Objectif, valoriser le côté artistique de ce quartier phare de Cotonou. Entre autres groupes invités pour l'ouverture figure le majestueux groupe Teriba. Patrick Diossou et Bénédicte Bossou ont rencontré les organisateurs qui nous en parlent. Regardez. Le festival Acoustic Mania, c'est un festival que nous organisons dans le but de promouvoir le côté artistique de Fidj-Rossey, puisque vraiment il y a un focus sur Fidj-Rossey. Et puis l'aspect un peu multiculturel du milieu artistique que l'on retrouve dans ce quartier. Dynamiser un petit peu aussi musicalement ce quartier-là qu'on aime. Le festival va se dérouler sur 3 jours. Donc on a la première date qui est aujourd'hui, les ateliers en matinée et le concert en soirée. 3 jours, 3 lieux d'atelier et 3 lieux de concert. Au parking, ce sera le 10 juin, au lieu unique le 11 et puis Wadounou Food le 12. Donc les ateliers seront aujourd'hui à Calbas, le 10. Le 11 à Dolly Night et le 12 au Jardin de Canélia. On appelle tous les amateurs déjà de musique live à venir voir les concerts parce qu'on a vraiment une programmation qui est très diverse et variée au niveau des styles. Et puis pour les personnes aussi qui veulent un peu s'initier à la musique. On a créé ces ateliers pour ça, des initiations à l'écriture par exemple d'une chanson, aux techniques vocales de base pour les personnes qui veulent se lancer dans la chanson, et puis dans les percussions aujourd'hui avec les sœurs Teriba. Un mot de sport avec cette bonne nouvelle pour le sport béninois avec le sacre de Odile Awanou au 22e championnat d'Afrique senior d'athlétisme qui se déroule actuellement à l'île Maurice dans la ville de Saint-Pierre. Notre compatriote spécialiste de l'heptathlon a réussi la phase de 2. Elle a décroché l'or dans sa discipline, une première dans l'histoire de l'athlétisme béninois. Le récit de cet exploit avec Hugues Zissozono. Suivez.
Odile Arouanou touche à nouveau l'or au complexe sportif Côte d'Or en île Maurice. Après Asaba au Nigeria en 2018, Odile entre pour l'éternité dans l'histoire de l'athlétisme du Bénin en 2022. Elle est la seule athlète depuis que la Fédération béninoise d'athlétisme s'est affiliée à la Confédération africaine d'athlétisme et à l'IAF à remporter 2 médailles d'or dans les championnats d'Afrique d'athlétisme. Sur les 2 jours et les 7 épreuves au programme, le 100 mètres haies, le saut en hauteur, le lancer de poids, le 200 mètres, le saut en longueur, le lancer de javelot et le 800 mètres, l'heptathlonienne béninoise totalise 5756 points et devance la sud-africaine Verse Shannon et la tunisienne Nada Choundi. Grâce à Odile Arouanou, l'Aube Nouvelle a retenti au complexe sportif Côte d'Or. Et ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez William Choki à 23h30 pour le journal de nuit. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.